Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la rédaction de l'ADN pour ce nouveau rendez-vous de Tendance, l'émission, donc de 12h à 12h30, chaque semaine en direct avec nous. Cette semaine, nous avons décidé de vous parler de surveillance. Alors, pas n'importe quel type de surveillance, un type de surveillance qui a particulièrement explosé durant cette année 2020. La surveillance dans les locaux, dans les entreprises. Alors, c'est assez logique en 2020, avec l'explosion du télétravail, que ce type d'outil ait rencontré un succès aussi important. On peut se dire d'ailleurs qu'il est relativement légitime pour les entreprises de vouloir savoir ce que font leurs employés quand ils sont comme ça exposés de façon pulse. Il s'avère qu'effectivement, un certain nombre de solutions ont émergé. Donc, nous allons voir avec vous quels sont les outils qui ont émergé pendant cette année particulière, qu'est-ce qu'ils proposent, comment est-ce que ça marche et quel est le cadre juridique dans lequel ils peuvent s'inscrire ou ils devraient s'inscrire. Alors, pour en parler avec nous, la rédaction de l'ADN, Mélanie Rosen, rédactrice en chef de l'ADN Web. Bonjour Mélanie. Marine Proté, journaliste spécialisée sur le domaine de la tech. Alice Huot, qui s'occupe plus spécifiquement des usages et des comportements. Et Margot, qui s'occupe de créativité. Bonjour à tous. À toutes, en l'occurrence. Il nous manque David aujourd'hui. Alors, est-ce que notre boss est devenu Big Brother? On va le voir avec vous. Je vous rappelle que les questions, il est possible de les poser dans la section questions à droite de votre écran. Et nous reviendrons sur elles en fin d'émission. Pour commencer, Marine, tu as écrit cette semaine un article qui revenait sur 6 outils spécifiques qui ont été développés dans le cadre de cette vigilance sur l'activité des salariés. Est-ce que tu peux nous détailler ces outils? Qu'est-ce qu'ils proposent? À quoi ils ressemblent? Comment ils marchent? Oui, effectivement. Alors moi, j'en avais sélectionné 6 dans mon article, mais il faut savoir qu'il y a une offre qui est tout à fait pléthorique de ce type de logiciel qui existe d'ailleurs depuis plusieurs années, mais qui ont connu en fait un vrai boom de leurs revenus depuis le confinement. Donc parmi eux, il y a par exemple Upstaff, qui est l'un des plus populaires, qui va se présenter plutôt comme un moyen de suivre la productivité des salariés que comme, évidemment, ils n'utilisent pas le terme surveillance pour se présenter, mais voilà, donc ces revenus, je précise que ces revenus ont cru de 65% depuis le début de la pandémie. Et parmi ces fonctionnalités, on trouve la possibilité de faire, par exemple, des captures automatiques de l'écran du salarié toutes les 10 minutes, voire toutes les 5 minutes, l'analyse du mouvement de sa souris. Il y a aussi la possibilité de suivre le salarié grâce à un tracker GPS qui est dans l'application mobile Upstaff. Donc ça, c'est pour les entreprises qui ont des salariés qui se déplacent. Il y a des applications qui vont plutôt axer sur le temps, qui vont chronométrer chaque tâche effectuée par les salariés à la seconde près. C'est le cas notamment de Tracking Time. D'autres ont un aspect plus cyber où là, il y a par exemple le Know It, où là l'idée c'est plus de repérer les comportements un peu douteux, donc c'est-à-dire les salariés qui pourraient faire fuiter des données en analysant par exemple, en regardant quel dossier ils vont aller modifier, quel dossier ils ouvrent, ou tout simplement en faisant en analysant ce qu'ils tapent sur leur clavier pour savoir s'ils recherchent du travail ailleurs. Donc il y a beaucoup en fait de différentes fonctionnalités. Donc certains vont avoir un côté très contrôle, d'autres vont plutôt axer sur la productivité. Ou sur la sécurité, troisième point. Voilà. Ouais, c'est une espèce de cartographie. Est-ce qu'on a vu cette année que des outils comme Slack, par exemple, avaient surperformé? C'est assez logique. Est-ce que dans ce type d'outils très mainstream, beaucoup plus populaire, il y a des outils de tracking, de suivi de la performance des salariés? Comment ça marche? Oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir en fait un logiciel spécifique. Il y a effectivement les plateformes qu'on utilise tous les jours, donc comme Slack et Zoom, qui peuvent devenir des outils pour contrôler la présence du salarié, voir son comportement. Donc, par exemple, sur Slack, effectivement, il y a en fait une partie statistique de Slack auquel tous les utilisateurs peuvent accéder et qui permet de voir en fait quels sont les canaux les plus utilisés par les salariés, quel pourcentage de messages est envoyé en message direct ou dans les canaux privés.
Et quand on a une version payante de Slack, on peut avoir ces données-là à l'échelle du salarié. Donc, savoir est-ce que tel salarié envoie par exemple 50% de messages privés. Donc, ça donne... Il y a aussi Zoom qui a... Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur certaines de ces plateformes, il y avait effectivement des fonctionnalités un peu de surveillance et qu'elles ont rétropédalé. C'est le cas de Zoom qui avait un tracking de l'attention qui permettait de savoir quand vous n'étiez pas actif en fait sur la fenêtre de Zoom. Et comme il y a eu un peu des critiques de cette fonctionnalité, ils ont rétropédalé. Oui, c'est des fonctionnalités qui de toute façon font réagir. Mélanie, de ton côté, tu as étudié pas mal ces questions-là, puisque tu t'occupes beaucoup de la partie business. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a une demande particulière? Est-ce qu'on a vu les entreprises se ruer sur ce type de solution ou pas? Comme le disait Marine, il y a une offre qui est pléthorique. Donc là, on a cité quelques outils, mais il y en a bien d'autres. Et sans grande surprise, ces outils, cette offre répond à une demande. Dès le mois de juin, il y a Top 10 VPN qui avait fait une étude pour voir un peu l'augmentation de l'utilisation de ces outils par les entreprises. Et elle constatait que depuis le début de la pandémie, ces outils avaient bondi de 51% en termes d'usage. On voit bien que ça marche. Évidemment, c'est très lié au contexte. La pandémie a été aussi le signe d'une augmentation, voire d'une généralisation du télétravail, notamment dans des entreprises qui n'étaient pas forcément préparées. Donc, côté patron, on peut se demander ce qui se passe quand on n'est pas en train de pouvoir voir ce que font les employés, surtout dans des métiers qui ne peuvent pas mesurer leur productivité de manière quotidienne. Et d'autre part, ces entreprises ont en général bien compris comment ça se passait pour séduire les entreprises qui peuvent être intéressées. Elles proposent donc des réductions qui sont hyper avantageuses et elles mettent en place des systèmes d'abonnement, ce qui fait qu'en général, on adopte ces outils-là pour surveiller ces employés en télétravail et puis on les garde une fois qu'ils peuvent revenir dans l'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est une des grandes tendances qu'on a pu constater en 2020, mais est-ce que c'est si nouveau que ça, finalement, le fait que les employés soient surveillés, enfin, leur activité est légitimement surveillée par leur boss? Est-ce que c'est si nouveau que ça? Non, c'est pas du tout nouveau, ça prend de nouvelles formes et ça touche de nouvelles personnes, mais on va dire que la surveillance liée à la productivité et au contrôle de l'activité, c'est quelque chose qui a grosso modo toujours existé. Si on parle du monde du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, on peut parler des open space par exemple, qui ont numérisé une bonne partie de nos échanges qui étaient plutôt informels ou qui avaient lieu à l'oral. Plutôt que d'aller voir son collègue en direct, on va lui envoyer un petit mail ou lui parler sur Slack. Donc ça, c'est des échanges qui laissent des traces et des traces qui sont consultables par les entreprises. Mais au-delà de ça, il y a des professions qui ont toujours été soumises aux outils de surveillance tels que les décrivait Marine, donc les captures d'écran un peu intempestives, les écoutes téléphoniques par exemple, les freelances ou les métiers qui sont un peu dévalorisés et qui sont externalisés dans d'autres pays. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont toujours connu. Finalement, ce qui est nouveau, c'est le fait que ce soit appliqué à grande échelle et sur des populations plutôt de cadres. Exactement, parce que si on fait un petit bond historique dans le temps, le contrôle de la productivité du corps et du temps des salariés, c'est quelque chose qui est vraiment l'essence même du système industriel. À l'usine, on faisait tourner les machines, mais on faisait aussi tourner les corps. Il y avait vraiment cette notion de voir ce que faisaient les gens, quand est-ce qu'ils étaient disponibles, quand est-ce qu'ils ne l'étaient pas. Donc ça, c'était contrôlé par les contremaîtres de manière assez rigide. Et on peut remonter plus loin encore en parlant du système esclavagiste et de celui des colonies, où là, il y avait des enjeux de production qui étaient extrêmement intense et le cadre de la surveillance dépassait les travailleurs en tant que tels puisqu'il s'appliquait aussi à leur famille. Donc ça, c'est des choses qui sont absolument horribles. Mais les familles des travailleurs étaient par exemple prises en otage, elles pouvaient être affamées, elles pouvaient être enchaînées et torturées au cas où les quotas n'étaient pas remplis par les travailleurs des colonies. Donc, on voit que ce n'est pas une situation si nouvelle. Donc, j'imagine que l'aspect juridique existe déjà, qu'on a quand même mis un certain nombre de régulations, en tout cas en France, sur ces questions. On en est où? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment ça fonctionne? Absolument, il y a un cadre juridique qui est en place et qui intéresse de plus en plus les gens, puisque, comme tu le disais, il y a de plus en plus de métiers qui sont concernés. Donc là, on a été interroger une avocate pour comprendre vraiment comment ça se passait.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que les dispositifs de surveillance, c'est quelque chose de légal. Donc, on parle bien de surveillance et pas d'espionnage parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être installé ou mis en place à l'insu des salariés. Donc, il faut les prévenir à minima. Ils ne sont pas obligés d'être d'accord, mais en tout cas, il faut qu'ils soient au courant. Il y a des cas particuliers, notamment chez les startups, c'est celui où les employés utilisent leurs propres outils, que ce soit leurs propres ordinateurs ou leurs propres téléphones. Là, s'ils ne sont pas d'accord, bon, on les prévient, on ne peut pas les forcer à installer ces logiciels sur leurs ordinateurs. Ensuite, il y a une démarche assez précise à suivre pour les entreprises. La première, c'est de consulter le CSE. S'il n'y en a pas, c'est de consulter les employés qui sont concernés pour établir ensemble une charte qui détaille en fait la façon dont s'organise le travail à domicile et dont se mettent en place les outils de surveillance. Si un moyen de contrôle de l'activité est mis en place, il faut qu'il soit justifié et surtout il faut qu'il soit proportionné au but recherché. La question de la proportion, c'est aussi parce qu'il n'y a pas que nos usages professionnels qui se sont numérisés, il y a nos usages personnels aussi. Aujourd'hui, voilà, on consulte même le médecin sur nos ordinateurs. Donc, si on peut très bien imaginer un cas où des captures d'écran seraient prises en pleine consultation médicale, ça peut être un petit peu gênant. Donc, l'idée, c'est de définir peut-être des plages horaires qui seraient garanties 100% sans surveillance. Et ça, de toute façon, c'est quelque chose qui fait écho à la loi, puisque dans les textes de loi, on est obligé d'avoir des temps de pause dans sa journée de travail. Enfin, pour savoir ce qui est exploitable ou pas de ces données de surveillance, comme le disait Marine, si des salariés sont pris en faute, par exemple, il peut y avoir des sanctions. La seule chose, c'est qu'on parle d'outils informatiques et que la technologie reste faillible. Donc, il faut quelque chose qui soit quand même assez solide de l'autre côté en termes de preuves. On ne peut pas virer un salarié en disant « Ah bah là, tu n'as pas tapé sur ton clavier de telle heure à telle heure ». Si le salarié peut dire bah, « J'étais là, je travaillais, juste l'outil n'était pas fonctionnel ». Ok, donc un cadre juridique qui est déjà pas mal étoffé. On trouve dans la colonne de chat l'article notamment qui détaille ça avec l'intervention d'une avocate. Alice, côté usage, côté salarié, comment ça réagit? On voit que ça râle pas mal, mais on voit aussi que la contre-attaque existe, que les salariés eux-mêmes s'organisent pour échapper au mode de contrôle. Raconte-nous ça, parce que quelquefois, il y a des choses assez croustillantes, je crois. Ouais, c'est sûr. Alors, dès le début, en fait, on voit quand il y a le télétravail qui s'est généralisé, il y a surtout une envie des salariés de contre-attaquer. Ça, on peut le voir, par exemple, sur Reddit, où il y a le subreddit Privacy, qui existe depuis 2008 et qui s'intéresse à toutes ces questions de confidentialité, qui, le 23 mars, alors qu'il y a le tiers de la population mondiale qui est confinée, il crée un méga post pour réunir toutes les astuces et les conseils pour travailler de chez soi. On a parlé beaucoup de tech pour surveiller, mais il y a aussi une pratique qui s'est développée, c'est les réunions, la multiplication des réunions de surveillance, donc en fait qui n'ont pour but que de contrôler que tout le monde soit bien derrière son ordinateur, donc ça se passe par Zoom, par n'importe quel outil de visioconférence. Et donc là, les salariés ont des techniques un peu, on va dire, plus ou moins efficaces, mais en tout cas assez drôles. Donc ça va du frozen face, donc c'est-à-dire on fait semblant d'être bloqué pour simuler en fait des problèmes techniques. Il y a même du côté des jeunes et des aides sur TikTok qui eux aussi ont vécu ça par les cours en ligne. Et sur TikTok cet été, on s'est changé une bande son qui simulait un bug technique. Donc on faisait semblant ça fait comme si la voix était brouillée. Donc bon, c'est assez marrant. Ensuite, il y a aussi une pratique qui s'est développée à cause de cette généralisation du télétravail, c'est l'idée de présentéisme numérique qui est symbolisée par la petite pastille verte qu'on a sur Slack ou sur Teams ou sur ce type d'outils et qui est censé vérifier qu'il y a quelqu'un derrière l'écran. Et le meilleur moyen de prouver qu'on est derrière son écran, c'est de bouger sa souris. Et donc là encore, on a des méthodes tout à fait artisanales, du genre attacher sa souris à un ventilateur qui tourne, donc pour simuler le fait qu'on est derrière. Donc ça reste quand même carrément artisanal et plutôt drôle, parce qu'en fait, quand on passe vraiment aux solutions tech et aux astuces pour répliquer,
on se retrouve vraiment dans un jeu du chat et de la souris, et dès qu'il y a un côté salarié, une astuce, en fait, les logiciels tech sont tout à fait capables de les contourner. Donc, il n'y a pas vraiment de moyens de la part des salariés, mais beaucoup d'envie, en tout cas. Voilà, plus ou moins artisanal, effectivement. Margot, un certain nombre d'artistes s'intéressent à ces questions de la surveillance, de la manière dont on est tracé dans le domaine du travail et ailleurs. Je crois que tu nous as réservé une sélection d'artistes qui ont fait pas mal de choses sur ces sujets. Oui, absolument. En fait, quitte à expliquer, certains artistes ont même le choix d'en rire et parfois de partager même publiquement leurs données personnelles. Et ces 10-20 dernières années, il y a de plus en plus d'artistes qui se sont intéressés de près au sujet de surveillance. Et l'une des premières artistes en France, du moins, à avoir partagé publiquement ces données, c'est Albertine Meunier, qui a commencé dès 2006, date à laquelle, je crois, Google a lancé le service Search History, qui permet de stocker nos recherches. Donc dès 2006, l'artiste a commencé à partager publiquement son historique Google, et elle finira même par publier un livre qui encapsule toutes ses recherches entre 2006 et 2011, puis 2012, puis 2013. Donc elle finira par publier ce bouquin et aussi par publier ses recherches sous la forme carrément d'enregistrements audio qui sont consultables en ligne. Oui, avec ce principe de quitte à être traqué, autant tout donner. Autant tout balancer, c'est exactement ça. Sur le sujet de la surveillance, on a aussi le Belge Dries Deporter, qui est un artiste dont le travail est très humoristique, mais qui est toujours très critique. Et son travail tourne toujours majoritairement autour de la surveillance et d'artefacts de surveillance. On a par exemple son projet Tinderin, qui est assez rigolo, avec lequel il va s'amuser à coller dans des cadres photos les photos de profil Tinder et LinkedIn de la même personne, qu'il aura trouvé en ligne, évidemment. C'est une façon pour lui de montrer que les cloisons entre vie professionnelle, privée et amoureuse sont extrêmement poreuses, évidemment. Et il ira même jusqu'à, je crois que son projet s'appelle Cloud Messenger. C'est une sorte d'installation interactive qui permet au public de se confesser directement dans le cloud. De quoi nous faire réfléchir à deux fois à ce qu'on partage et aux fichiers parfois intimes qu'on partage avec cette espèce de stockage qui est quasi universel maintenant. Et que ce soit dans le cadre du travail ou ailleurs. Ou ailleurs, exactement. Mais j'aimerais finir sur un artiste qui m'a particulièrement marqué et dont le travail est assez intéressant selon moi, c'est l'artiste américain Hassan Elahi. Donc c'est un artiste américain, oui, mais d'origine bangladaise, qui a pendant des années envoyé sa géolocalisation au FBI pour une raison très simple. 1 an après les attentats du 11 septembre, il s'est fait arrêter à l'aéroport de Détroit, il me semble. Et à ce moment-là, l'artiste est soupçonné, à tort évidemment, de conserver des explosifs dans un casier quelque part en Floride. Donc il va se faire interroger par le FBI pendant 6 mois, il va passer une dizaine de passages au détecteur de mensonges, voire une vingtaine, et il finira par être blanchi, mais va rester vraiment marqué par cette expérience-là. Et alors il y réfléchit et il se dit, ok, je vais créer une sorte de site web, une sorte de cartographie de mes moindres faits et gestes. Et ces moindres faits et gestes, il va les envoyer quotidiennement au FBI sous la forme de notifications, mais vraiment tout. Quand il va aux toilettes, ce qu'il mange, dans quel hôtel il va, à quel Starbucks il va acheter son café. Tous les jours, il va envoyer ces notifications au FBI. Et c'est assez rigolo, c'est une sorte d'alibi parfait en temps réel avec toutes ces données qui sont actualisées tous les jours, quotidiennement. Qui va envoyer au FBI, et pour lui c'était une façon en fait, de se venger, voire de surcharger les serveurs du FBI. C'est un projet assez intéressant. Son TEDx qu'il a fait à ce sujet-là est très très drôle Absolument. Et pose plein de questions effectivement sur qu'est-ce qu'on poste, qu'est-ce qu'on fait, comment on donne accès à l'information. Enfin, voilà, c'est absolument. Une mise en avant. Le TED Talk tout de suite. Sur ces sujets, donc on voit que ça pose la question de la relation entre employé et employeur, la confiance, mais aussi cette façon de regarder l'efficacité des salariés. C'est aussi une question très, très fordiste. Hein, est-ce que nous sommes efficaces, en fait, dans notre travail? Ça pose vraiment la question du juridique. Et je vous propose maintenant de passer à la partie des questions. Est-ce que nous avons des questions? Nous avons Sabine qui se demande si le fait d'avoir été écouté peut donner lieu à un licenciement, un motif de licenciement.
Est-ce que tu as abordé cette question-là, Mélanie? Oui, alors c'est absolument possible dans la mesure où, encore une fois, les salariés ont été prévenus avant soumis à ces outils d'écoute ou de surveillance. À partir du moment où c'est dit et qu'il y a des plages horaires qui sont respectées pour respecter la vie privée des employés, les employeurs peuvent absolument se baser sur ce qu'ils découvrent en termes de mauvais usage. Je ne sais pas exactement, j'ai pas de cas précis, mais Marine parlait par exemple de postuler à d'autres emplois sur nos horaires de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être pénalisé et ça peut aller jusqu'au licenciement. Après, ce que me disait l'avocate qu'on a interrogée, c'est que ça risquait a priori pas de mener à des licenciements abusifs, en tout cas pas plus qu'en temps normal. C'est un nouvel outil qui ne devrait pas voir le nombre de licenciements exploser suite à l'écoute ou à la surveillance des salariés. Voilà, ça c'est un des points. La seule chose, c'est qu'il y aura peut-être plus de contentieux. En fait, ce système de preuve qui va demander à ce que l'employeur respecte bien la vie privée des employés pourrait mener à plus de litiges. Alors, une autre question de Claude se demande si, dans ce contexte, on doit aller voir les institutions représentatives du personnel. Est-ce que la parole leur est donnée là-dessus? Est-ce qu'il y a des négociations collectives qui peuvent être menées? Oui, donc ça, c'est surtout vrai pour les entreprises qui en disposent, évidemment. Mais dans cette phase de consultation, en tout cas de se dire on prévient les salariés, il faut avant que les CSE soient interrogés, soient consultés pour définir ce cadre donc de surveillance qui ne soit pas une surveillance abusive et qui soit surtout proportionnée, donc comme on le disait, au but recherché, ce qui fait que pour toutes les professions au sein d'une même entreprise, on ne va pas mettre en place les mêmes outils de surveillance. Et voilà, il y a une vraie vocation d'accompagnement des deux côtés, du côté des patrons et des employés d'ailleurs, parce que il est tout à fait possible de ne pas faire usage de ce type d'outils et de mettre en place un cadre plutôt d'échanges réguliers, de points de feedback, par exemple, qui soient plus régulier qu'en temps de non-confinement, je vais dire. Et donc, en ce sens-là, il faut absolument que les hiérarchies soient consultées. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions qui sont posées actuellement. S'il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à revenir vers nous. Marine, dans les différents exemples que tu nous donnais, est-ce qu'on connaît le nombre de clients sur ces outils? Est-ce que c'est des startups toutes nouvelles? Est-ce qu'ils ont un nombre de clients relativement conséquent? Alors, c'est pas forcément des startups très nouvelles. En fait, beaucoup ont été créés dans les années 2000-2010. Et en termes de nombre de clients, il y a par exemple Upstaff, il revendique 40 000 entreprises clientes, mais avec il note qu'il y a eu un boom je crois de plus de 70% de la consultation de leur site pendant les périodes de confinement. Donc c'est pas forcément des startups non plus. Après, leurs clients sont souvent, ils revendiquent alors 200 pays concernés, mais c'est beaucoup les États-Unis parce que la législation est beaucoup moins importante qu'en France, moins encadrée qu'en France, donc c'est beaucoup leur marché. Mais donc non, c'est quand même des entreprises déjà bien installées. Écoutez, je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous a des choses à ajouter sur ces sujets, des articles à signaler à nos auditeurs. Sinon, je vous propose de passer à l'annonce du sujet de la semaine prochaine. C'est bon de votre côté? Oui, c'est bon. Tout à partager dans le chat au fur et à mesure tous les articles qui étaient cités. Ouais. Super. Donc, la semaine prochaine, rendez-vous même lieu, même heure, 12h vendredi. Et il sera question de Depop, de ces boutiques que l'on crée en ligne et qui font la fortune de quelques-uns de nos plus jeunes, puisque c'est une passion de la génération Z que d'aller vendre des baskets et des t-shirts sur Depop, Vinted et tous les autres. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Très bon week-end, à la semaine prochaine. Merci.